bonjour. Bonjour. Donc vous représentez Karma Développement et Production. Oui. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission. Et vous allez nous présenter votre activité qui consiste à aider des marques dans toutes les étapes de développement de leurs produits jusqu'à la livraison, on va dire, en boutique. Et notamment les collections, la production et le contrôle qualité plus le sourcing. Exactement. Alors, tout d'abord, vous allez nous présenter un peu comment est-ce que vous êtes rencontrés toutes les deux et qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé Karma Développement et Production. On s'est rencontrés, nous, il y a 9 ans. On était dans une maison de prêt-à-porter haut de gamme accessible. Et donc, on a travaillé ensemble 4 ans. C'était super de pouvoir voir. On a travaillé sur de l'homme, de la femme, de l'accessoire, dans un service production. Donc, on était vraiment dans un service dédié et on faisait toujours les mêmes choses, mais sur plein de produits différents. Donc, c'était super intéressant. Vous avez toutes les deux les mêmes fonctions ? On avait grosso modo les mêmes fonctions. Exactement. Et après on a pris nos chemins séparés et on a eu envie de retravailler ensemble sur un nouveau projet et on s'est dit que lancer notre société en fait de consulting serait une bonne idée. C'est ça, et on avait envie de retravailler pour des clients différents. On n'avait pas envie de travailler pour qu'une seule marque. Alors justement, quels sont vos typologies de clients ? On travaille pour des clients vraiment complètement différents. On va faire du luxe, du haut de gamme. Là, eux, ils vont avoir des missions bien précises. Des missions très précises. Donc vous allez les accompagner sur des projets en particulier. Exactement. Pas sur toute la collection, mais sur un dossier. Exactement. Voilà, sur une mission. Vraiment, vous devez faire de la normalisation. On fait uniquement de la normalisation. Après, on a et vous faites de tout, du coupé cousu, du flou, un peu... Oui. Tout. Oui, Okay. de l'homme, de la femme, de l'enfant. Oui. Ok. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pour le luxe. Ensuite, pour des marques peut-être plus... Moyen de gamme. Moyen de gamme. Donc plus de volume. Pas forcément. Et c'est ça le défi un petit peu, c'est de pouvoir travailler sur différentes quantités. Et on peut travailler aussi sur des choses plus accessibles et aussi des jeunes créateurs, donc des gens qui veulent se lancer, qui veulent monter leur marque. D'accord. Qu'est-ce que vous avez demandé à ces jeunes créateurs qui viendraient vous voir ? Est-ce que vous leur demandez d'avoir fait un dossier déjà au préalable ? On leur demande d'avoir vraiment travaillé, de savoir vraiment ce qu'ils veulent. Et pas juste d'arriver avec des idées pas vraiment construites. Donc nous, on a besoin d'être cadrés au final pour savoir dans quelle direction ils veulent aller. Donc tout ce qui est pris, il faut que ce soit déjà assez travaillé, réfléchi. Le budget, oui, pour lancer la collection doit être bien défini. Ça, c'est très important. En termes de tissu, le prix de revient. Le prix de revient. Pour savoir aussi vers quel type d'atelier vous allez vous tourner. En fonction des quantités aussi qu'ils vont vouloir produire. Donc qu'ils aient vraiment travaillé en amont leur business plan au final. Oui. Et vous allez pouvoir leur apporter quoi ? Donc des patronniers probablement. S'ils ne sont pas stylistes, ils viennent juste avec une idée, vous allez leur fournir des stylistes aussi, présenter des stylistes. Ils vont profiter de notre réseau qu'on a construit au fil du temps, des années. Donc de façonniers, de modélistes, de bureaux d'études. Quand ils veulent développer des patronages très précis, après ils vont pouvoir avoir vraiment notre expertise 360 degrés sur tout le produit en fait, sur tout le processus de collection. Donc on peut les aider sur le plan de collection, on peut les aider sur le développement collection, donc tout ce qui est lancement de prototypes, sur la production, le suivi de production et comment gérer aussi tout ce qui est qualité. On leur offre vraiment tout ce qu'on peut faire en fait. Pour les jeunes créateurs, c'est ça, pour les gens qui veulent se lancer. Comment est-ce que vous allez aider une société qui voudrait que vous fassiez une collection en entier pour elle ? Vous allez faire les dossiers techniques, vous allez faire les patronages, jusqu'à quel degré en entier, donc vraiment jeune créateur, du début jusqu'à la fin. Voilà, par exemple. Okay. Un jeune créateur, il va arriver avec des croquis, parce qu'on n'est pas styliste, on ne fait pas de croquis. S'il n'a pas de styliste, vous pouvez en présenter ? Oui, on peut. Si jamais c'est quelqu'un qui a une idée de tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, tout à fait. Il va y avoir un plan de collection, parce qu'il faut définir quand même un plan de collection pour pouvoir lancer. Il faut définir le budget, donc l'aider à définir tout ce qui est vraiment qui va allouer à ça. Voilà, on va lui dire on va avoir des prototypes. Les prototypes, ça a tant de coûts par rapport à la production, donc ça sera quand même plus cher qu'un prix production. Donc il faut en être conscient.
Et donc on va lui présenter des ateliers, on va l'aider à faire ses dossiers techniques ou lui faire complètement son dossier technique. On va lancer des prototypes, faire des essayages avec eux, de pour bien vérifier, aller, pour vérifier si le modèle correspond à ses attentes. Donc là, soit on sera passé par un bureau d'études qui fait des patronages en externe, soit une usine qui peut développer des patronages en interne. Et on aura contrôlé avec cet interlocuteur, on aura défini vraiment ce qu'on voulait niveau patronage, donc avec des mesures, on aura donné beaucoup d'indications pour que... Vous allez recontrôler quand vous allez recevoir les pièces, les prototypes. Ouais. Et on contrôle aussi avant. Et on contrôle avant, on fait tout le suivi en fait avec le bureau d'études avec qui on contrôle du patronage en amont, avant la réalisation du prototype. Exactement. Le prototype et la correspondance du prototype avec les grilles de mesure. Oui. Ça, voilà. Oui. On fait de la prise de mesure pour contrôler. Et on fait surtout aussi les essayages sur vérifier le bien aller, pour voir si le modèle correspond à ce que le client souhaite. Donc voilà, si on doit faire des retouches, on les indique au bureau d'études pour qu'ils les fassent. On fait les allers-retours des prototypes jusqu'à ce qu'il y ait un OK pour le SMS, le modèle qu'on va présenter aux clients, aux acheteurs, aux acheteurs aussi. Chacun a son processus. Pour les prototypes, on peut utiliser des prototypes virtuels. Quelles sont vos préconisations à ce sujet-là ? C'est intéressant. Non, c'est intéressant, mais il faut que les modèles soient assez simples et que les matières aussi utilisées soient des matières faciles. Parce que faire un modèle très compliqué, une robe par exemple dans le flou avec des drapés, dans une matière, un jersey très stretch par exemple, sur du virtuel c'est très compliqué. Donc le virtuel, ça s'adapte... Mais il y en a beaucoup de logiciels qui font ça. Mais franchement, c'est très intéressant pour des modèles structurés. Des modèles simples, jupe, pantalon, veste, quelque chose d'assez simple. Ça permet aussi de tester les conformations. Oui. Parce que si une marque qui s'adresserait à une clientèle avec des formes ou au contraire plus... Oui, mais fines, contrôler surtout aussi le bien-aller en fait. Ça permet d'éviter de faire un prototype. Oui. Et donc, éviter de faire un prototype, on gagne du temps et aussi on gagne de l'argent. Donc, c'est pour ça, c'est intéressant. En amont de tout ça, il y a quelque chose qui est très important, c'est le dossier technique. Qu'est-ce qu'on doit absolument mettre dans un dossier technique ? Qu'est-ce qu'on met ? On va commencer déjà par un croquis. On a tous un descriptif, soit avec des photos, soit avec des sections, soit avec encore des dessins techniques. Il y a un descriptif aussi écrit de ce qu'est le vêtement, sa fonction, le nombre de poches, de quoi il est composé, tous les détails, exactement, tous les détails. Ça, c'est les nomenclatures. Ça, c'est les nomenclatures. On a besoin d'une nomenclature, effectivement, qui recense toutes les fournitures du modèle. D'un tableau de mesure. Du tableau de mesure, et après, il y aura aussi la gradation. Et ça, vous pouvez aider... Ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est nécessaire pour pouvoir faire un modèle. Sans dossier technique, on ne peut pas prendre... Enfin, aucun atelier, aucune usine, aucun mécanicien peut travailler un modèle. Bien sûr. Il faut des explications. Et donc, vous pouvez évidemment le réaliser. Exactement. Ouais. Et puis après, ça aide aussi à l'évolution du produit. Donc on peut rajouter des pages à ce dossier sur tout ce qui est suivi. Donc voilà, après le premier prototype, on a fait des modifications parce que ça ne nous allait pas. Donc on va changer les finitions. Donc on fait évoluer ce dossier technique jusqu'à justement la mise en production. Donc ce dossier, il est complété et alimenté en fait tout le long de la vie du produit en fait. Jusqu'à la fin. Donc une fois qu'on a notre dossier technique, on a fait les protos, que tout est validé, donc on a le OK Prod. Alors on va passer donc à la phase de production. Vous allez aussi intervenir à ce niveau-là. Et comment est-ce que vous allez choisir un atelier ? On va choisir l'atelier en fonction de ses compétences, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui sont très bons pour du tailleur, d'autres très bons pour du flou, d'autres très bons pour que du jersey. Donc on va choisir déjà en fonction de cette typologie de produit. Donc on choisit en fonction de ça, en fonction de la capacité aussi. Donc les quantités sont super importantes pour les ateliers, choisir la taille de l'atelier, c'est-à-dire si ça va être une grosse usine, une petite usine, si on n'a que 50 pièces à mettre, il va falloir qu'on se dirige vers des gens qui sont plus flexibles, qui ont aussi un calendrier disponible. Et donc il faut aussi réserver l'espace dans l'usine parce que tout est avec des rétro-plannings très minutés parce que dans une usine, il faut gagner du temps et le temps pour eux, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc on ne peut pas leur faire perdre du temps parce qu'on veut arriver avec notre production de 50 pièces
et qu'on veut arrêter une chaîne de production et l'avoir à la livrer fin novembre alors qu'ils sont avec un autre client. Donc, oui, tout à fait. Il faut bien voir qu'un atelier, il vend du temps machine, il vend des compétences, et lui, s'il arrête une chaîne de production, il perd de l'argent. Exactement. Et donc, il ne peut pas se permettre des choses comme ça. Donc dès le début, il faut se mettre d'accord sur le planning. Et en amont de tout ça, comment est-ce que vous allez choisir vous-même l'atelier? Imaginons, vous allez choisir entre 2 ateliers, quels sont les points qui vont faire que votre choix va se porter sur celui-ci ou celui-là? Nous, de base, on choisit nos ateliers parce qu'on a de l'expérience, les usines avec qui on travaille, parce qu'on a de l'expérience avec eux, parce qu'on les connaît, parce qu'on a entretenu une relation de long terme, parce que c'est de la communication, c'est vraiment de la confiance. Ce sont des gens avec qui on travaille main dans la main, c'est un partenaire, voilà. Donc ils sont transparents avec nous, on est transparent avec eux, voilà, on t'amène ce client et à nos clients, on leur dit, voilà, nous, ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux, on a une totale confiance, la livraison sera super, la qualité est comme ça, on sait qu'on a cette expérience avec eux, on peut te montrer des modèles qu'on a fait avec eux. Enfin, on va pas aller vers des usines qu'on connaît pas. Ou sinon, ce sont des gens qui sont des contacts de contact avec des gens avec qui on a déjà travaillé, on sait qu'ils sont exigeants, voilà, et qu'on peut avoir confiance en eux surtout. Nous, on a besoin en fait de confiance et de savoir que le travail sera bien fait et dans les temps. Et vous pouvez reproduire en France, en Europe, en Asie? Oui. Vous avez des capacités? Oui. En fonction, après, ça va être qu'est-ce qui va faire qu'on choisisse les volumes, le Exactement. prix, aussi la main peut-être. Oui. Et puis il y a aussi, chaque pays a un peu sa spécialité. Par exemple, la Chine, ça sera plutôt tout ce qui est soie, des choses beaucoup plus légères parce qu'ils ont, dans l'histoire du pays, il y a ce savoir-faire. En France, c'est plutôt le haut de gamme, le luxe. Le Portugal, le jersey. L'Inde, tout ce qui est broderie, tout ce qui est coton. Il ne faut pas oublier en fait ces savoir-faire en fait, qu'il y a initialement. Et c'est pas parce qu'on va en Inde que c'est juste pour avoir des produits moins chers, parce qu'il y a aussi le coût minute qui est plus intéressant là-bas, mais c'est parce qu'ils savent broder, ils ont une expertise et une main en fait pour faire ce type de choses. On va pas retrouver dans d'autres pays ou à des prix beaucoup plus élevés. Oui. On va passer au contrôle. Alors, après la production, forcément, on va regarder le contrôle qualité. Qu'est-ce que vous allez contrôler? Quels sont les critères que vous allez voir plus particulièrement dans une production? Alors, j'imagine qu'en fonction du grade de production, ça va être différent. Comment est-ce que le contrôle qualité s'effectue? Le contrôle qualité, normalement, il se fait à la fin de la production, juste avant d'envoyer, en fait, d'expédier les pièces. On fait du picking, en fait, on prend des pièces dans différentes tailles, différentes couleurs. On contrôle avec le tableau de mesure, on contrôle sur mannequin vivant ou mannequin de bois. On fait aussi des essayages, on contrôle les finitions. Si c'est OK, pas de problème, on peut envoyer la marchandise. S'il y a des problèmes, on cherche comment les résoudre, on fait réparer les pièces en fonction. Mais ce qui est le mieux, et ce qui est bien, c'est d'intervenir en chaîne de production. Donc d'y être en vrai. D'arriver vraiment au début, dès les premières pièces montées. Dès que c'est coupé et dès qu'on commence à monter les premières pièces, on les sort de la production et on voit comment elles sont montées. Et donc là, on peut voir justement les petits points à améliorer ou à éviter, ou vraiment toutes les choses qu'on peut améliorer au cours de la production. Et justement, à la fin, on aura un produit quand même où, à la fin, le contrôle qualité final aura moins de problématiques. Ça, c'est plutôt pour des grosses collections? Parce que si on fait 100 pièces, Pour tout le monde. Non, vraiment pour tout. C'est juste pour améliorer sa production, pour mettre en confiance les mécaniciens et les gens qui travaillent sur le modèle. Dans ce cas-là, vous allez sur place directement? Oui. C'est l'idéal de pouvoir visiter les usines et justement voir son produit en fait être monté et discuter avec les gens qui, techniquement parlant, connaissent pas forcément ce que le styliste veut initialement. Donc vraiment, c'est de l'échange. Et puis même, ça donne la confiance. Enfin, tout le monde est content en fait, de se rencontrer. C'est quand même mieux d'aller sur place que de rester derrière son ordinateur où c'est très impersonnel, où le merchandiser qui est en usine, voilà, on a un numéro et c'est pas intéressant. Là, c'est vraiment de l'échange, on s'apprécie et c'est ça qui est bien parce que du coup, ils s'investissent beaucoup plus. Et la qualité est meilleure. Exactement. Oui. Il y a un dernier point sur lequel vous intervenez, c'est le sourcing. Vous allez pouvoir présenter des fabricants, c'est ça, de tissus, de boutons, d'intrants? Alors, on ne fait pas vraiment de matières premières. C'est pas notre cœur de métier. On veut pas
trop aller là-dessus. Après, on a des contacts, on s'y connaît un petit peu. Mais voilà, ça va être pour des cas exceptionnels, des cas isolés, quand vraiment on veut un produit fini, quand notre client veut vraiment un produit fini. Mais on sera plutôt sur tout ce qui est sourcing d'usine. Et là, on peut travailler aussi comme un agent au final. Donc, vu qu'on a un carnet d'adresses assez important, comme on disait, en Europe, en Asie, Europe de l'Est. On peut recommander des usines et ne pas travailler techniquement sur le produit. Mais après, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, on veut vraiment suivre le produit et accompagner justement les marques avec qui on travaille dans l'aboutissement, en fait. Dans le développement de collection et de production. Oui. Après, évidemment, on fait du cas par cas et en fonction de ce que tout le monde veut, mais on est flexible. C'est plus intéressant aussi pour vous de suivre un produit depuis C'est ça. Oui. Quelles sont vos idées, comment est-ce que vous percevez l'évolution du secteur de la mode, parce que les modes de consommation des consommateurs évoluent, qu'il y a une grande prise de conscience des effets néfastes des productions de masse. La mode est un des secteurs qui pollue le plus, malheureusement. Est-ce que vous voyez des frémissements dans les façons de changer, à la fois de la part des fabricants, donc des usines, et de la part des marques? Oui, on nous demande beaucoup de matières recyclées ou de matières biologiques. Les usines commencent à se mettre aux normes aussi. Les ateliers, essayent de se mettre à la page et justement être moins vus comme les premiers pollueurs. Mais c'est difficile. Enfin, il faut vraiment avoir beaucoup de certifications pour être vraiment clean, quoi. Donc c'est important, ouais. Et on nous en demande de plus en plus. En Europe, ça doit être plus simple qu'à l'étranger, ou c'est pareil? Non, la Chine, ils sont très très évolués avec ça au final. Ils sont très en avance même peut-être. Le Portugal, ils sont vraiment à fond sur ce genre de choses. Et c'est super. Il y a... dans toutes les dernières usines qu'on a visitées au Portugal, ils avaient tous vraiment côté recyclage, même tous les déchets en fait qu'ils peuvent avoir, ils les recyclent. Ils sont très investis dans ça, même au niveau électricité. Oui, j'ai vu certains ateliers qui s'équipaient de panneaux solaires. Ouais. Et ça, gestion de l'eau aussi pour les laveries. En termes de collection, certaines marques demandent de plus en plus de faire des micro-collections pour s'adapter aux ventes en boutique, pour éviter de limiter les stocks. Bientôt, on aura des lois qui vont interdire de détruire les stocks, donc par conséquent, il faut agir en amont en réduisant la production pour l'adapter aux ventes. Est-ce que ce sont des demandes que vous voyez apparaître sur le marché actuellement? Oui, on commence à nous demander justement des précommandes, des choses comme ça, ou des toutes petites séries pour pouvoir réapprovisionner et faire des réassorts réguliers. Et ça, c'est bien avec des petits ateliers qui sont très flexibles. Après, avec des usines super structurées et très grandes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils veulent minimum quantité 300 pièces par exemple. Ils vont essayer de s'adapter, je pense, mais nous là pour l'instant, c'est vraiment qu'avec les toutes petites usines qu'on arrive à faire ça. Il y a aussi des problématiques d'upcycling et de recycling. Est-ce que vous voyez encore apparaître ce genre de choses? On n'a pas ce type de demande, mais on a des demandes de création de marques en fait, qui veulent réutiliser des stocks et détruire complètement ce qui a été fait, par exemple des t-shirts qui vont être transformés en autre chose. Donc ça, on nous demande. C'est encore très, très petit comme demande. Il n'y a pas de volume en fait, c'est ça le problème. Ça reste très artisanal. Exactement. Mais par contre, réutiliser les stocks services, les stocks qui sont en train de dormir dans toutes les usines ou tous les entrepôts, ça c'est... Les stocks de tissu dans ce cas-là. Les stocks de tissu, oui. Et ça, c'est assez fréquent et tout le monde commence à utiliser un petit peu ce stock service. C'est-à-dire que d'autres marques mettraient à disposition leur stock pour d'autres marques, c'est ça? Ça commence. Oui. Ça commence. Et est-ce que vous voyez d'autres points qui vous tiennent à cœur dans la mode? Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment tout ce qui est création, donc des beaux modèles, des belles pièces. On n'est pas sur tout ce qui est commercialisation et distribution. Nous, on veut voir des beaux modèles, travailler sur des belles pièces. Est-ce que vous voyez une évolution plus qualitative dans la production? Est-ce que les clients souhaitent des modèles qu'on puisse réparer, des modèles qu'on puisse garder plus longtemps, moins jetables? Moins jetables, non, parce que derrière, il y a une autre collection qui s'enchaîne et qui arrive. Donc, nous, dans nos clients, pas encore. Voilà, dans nos clients, pas encore, mais on espère en fait que ça peut, de notre propre éthique personnelle, qu'il faut garder les vêtements et les réparer et d'avoir des vêtements de qualité. Et les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils achètent quand même. Ils font attention au made in, à la matière. Ouais, le made in est très regardé. Maintenant. Oui.
Tout le monde veut du proche import. Certains de vos clients vont relocaliser en Europe, en France, oui. Malgré les prix un peu plus élevés. Oui. Tout le monde veut du Made in Portugal en ce moment. Ils veulent que de ça. Parce que c'est proche. Pour l'import, c'est beaucoup plus simple. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette belle interview. Merci. Marianne et Caroline de Karma, développement et production. Merci beaucoup. Merci.